Report de la rentrée scolaire 2020-2021. Les écoles privées du Mali lancent un cri de cœur aux autorités de la transition afin de prendre en compte leurs avis par rapport aux prises de décision sur la question d'école. Pour une transition réussie d'un nouveau Mali, la jeunesse M5 RFP compte soutenir les autorités de la transition pour donner espoir au peuple malien. Nous parlerons également dans cette édition des 100 jours de la transition avec Moustapha Guité, secrétaire général du SNEC. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, à la veille de la reprise de l'année scolaire 2020-2021, les autorités transitoires ont, en raison de la pandémie du Covid, repoussé les dates jusqu'au 25 de ce mois. En réaction à cet acte, les responsables des écoles privées disent n'être associés ni de près ni de loin à cette prise de décision. Reportage Madina Traoré, Djakarija Dameli. L'évolution de la pandémie inquiète. C'est dans ces cadres que les autorités transitoires ont, à travers un communiqué, reporté la date de la rentrée scolaire 2021-2022. Une situation qui paralyse davantage les établissements privés du Mali, selon ses promoteurs. Je suis vraiment surpris par ce report, en toute honnêteté, puisque auparavant il y avait une note de service éditée par le ministère de l'Éducation qui disait que les écoles devaient reprendre le 5. Et là, d'abord, je me demandais pourquoi le 5, parce qu'il y avait le congé de Noël qui était là. Et donc, on a fait un long week-end. Normalement, pour moi, les écoles devraient commencer le 4, mais bizarrement, on nous dit le 5. Et encore, et c'est le lundi 4 maintenant, qu'il y a une autre note de service, une décision qui dit, écoute, les écoles sont reportées au 25. Pourquoi? Moi, je trouve que vraiment c'est très, très décevant pour moi en tant que promoteur d'écoles privées. Pas ça seulement, mais je trouve que toute la gestion de cette pandémie de la COVID-19 a été un pilotage à vue par le gouvernement et le ministère de l'Éducation. Parce que pendant toute cette crise-là, on n'a pas associé les vrais acteurs. Toutes les décisions ont été prises sans consulter les écoles privées. Alors que les écoles privées constituent la majorité des écoles aujourd'hui au Mali. Et comment peut-on prendre de telles décisions sans impliquer ces acteurs? Si je prends au niveau du secondaire, nous représentons à peu près 70% des écoles, ou 80% des écoles, aussi bien que au niveau du professionnel. Et le privé, n'en parlons pas. Mais comment est-ce qu'on peut prendre des décisions comme ça sans associer ces acteurs-là? On n'a jamais été consulté. Donc là, c'est une grande frustration pour moi. Je pense que le gouvernement doit essayer de réviser sa politique et sa position, ainsi bien que le gouvernement. C'est un pilotage à vue. En mars, on nous a dit de fermer les écoles. Et on ne nous a jamais dit quand est-ce que les écoles devraient être ouvertes. Et ils n'ont pas fait de planification pour l'année scolaire en cours, jusqu'à tout récemment. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est un pilotage à vue. On a tous demandé, eh bien écoute, vous allez fermer, les écoles vont ouvrir à telle période, mais quand est-ce que l'autre année scolaire va s'ouvrir? Je ne sais pas. Donc ça, vraiment, c'est très frustrant. En tout cas, vraiment, c'est très frustrant. L'ouverture des écoles publiques et privées le même jour, je n'ai pas d'objection à ça. Moi, mon problème, c'est pourquoi on a fermé ces écoles. Pendant que les bars sont ouverts, il y a les mariages qui se célèbrent, et les gens fréquentent les mosquées, et les grandes manifestations qui n'ont pas été interdites. Et on ferme les écoles pour quelle raison? Or, moi je me souviens, donc, au moment de cette crise-là, en France, les parents d'élèves et le gouvernement se sont battus corps et âme pour ne pas fermer les écoles. Et dans tous les autres pays, c'est comme ça. Mais chez nous, quand ça a commencé seulement, il faut fermer les écoles, pendant que les manifestations continuent. Donc je trouve que c'est anormal. On n'a pas du tout travaillé l'année passée. C'est une année tronquée. Ça, il faut le dire. Et maintenant, on a validé cette année. Et alors, on nous a dit, on va commencer le 5 janvier pour terminer l'année au plus tard le 31 juillet. Calculez, ça fait 6 mois seulement d'année scolaire. Et l'année passée, il n'y avait pas de cours, presque.
Et encore mieux et pire, c'est en janvier encore, on nous dit, on reprend le 25 janvier, et toutes les écoles reprennent ensemble là. Moi, c'est la pertinence. C'est ça. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est réfléchi? Si on avait associé nous autres acteurs, je pense qu'on aurait mieux conseillé le gouvernement et le ministère de l'Éducation pour cette gestion. Il est grand temps qu'on essaie de s'occuper de l'école malienne qui a trop souffert. Bientôt 30 ans sans vraiment une école digne de ce nom au Mali. Il est grand temps vraiment qu'on essaie de gérer la situation. Nous avons vraiment le dispositif de lavage des mains. Et on a exigé des masques. Le gouvernement en a donné, c'était insuffisant. Mais nous avons prévu des masques pour tous nos élèves, sans exception. Ça, c'est depuis la première crise. Et les mesures barrières, certainement la distanciation de 1 mètre, on ne pourra pas respecter. Et tout comme le gouvernement ne pourra pas respecter, je ne vois pas quelle école pourrait respecter ça. Mais le port des masques et les autres mesures quand même sont tout à fait respectées chez nous et je pense que dans toutes les écoles privées. Les conséquences sont vraiment dramatiques. Je vous dis, depuis le mois de mars dernier, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pris aucune mesure compensatoire pour aider les écoles privées. Et moi, je dis, on ne peut développer aucun pays sans le soutien du secteur privé. Tous ces pays du monde se sont développés avec le secteur privé. Malheureusement, c'est le secteur privé qui est toujours piétiné, mal entendu, mal compris, non consulté par le gouvernement. Et ce n'est pas possible. Donc moi je trouve que vraiment... Et ensuite, regardez, il y a combien d'enseignants qui sont là, dans le secteur privé? Et c'est des chefs de famille, sans argent, sans aucune mesure compensatoire. C'est une catastrophe dans un pays. Donc moi je trouve que vraiment ce gouvernement doit essayer urgemment d'accompagner les écoles privées et surtout de comment appuyer les enseignants. Faut-il le rappeler, avec les perturbations des années scolaires et universitaires qui se suivent aujourd'hui, parmi les plus vulnérables dans ces contextes de Covid-19 figurent les enseignants des écoles privées qui sont en détresse depuis mars 2020, date à laquelle le Mali a enregistré ses premiers cas de Covid-19. L'Association des établissements privés d'enseignement supérieur, l'AEPS, dont je suis le serviteur, n'a pas été associée à cette décision. Ce communiqué des plus hautes autorités, nous l'avons appris sur les réseaux sociaux. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point, nous avons estimé que de telles décisions aussi importantes, notamment sur la suspension des cours dans les institutions d'enseignement supérieur en général, et en particulier dans le privé, que nous devrions être en tout cas concertés, associés à cette prise de décision. Mais fidèles à notre conduite légaliste, et comme nous l'avons toujours fait depuis mars 2019, nous avons observé et appliqué les décisions des plus hautes autorités. Que cela soit compris de tous, c'est important. Mais aussi vous dire aussi que l'impact de ces suspensions, nous comprenons quand on prend les deux impératifs, notamment l'impératif sanitaire, la Covid est une réalité. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les Maliens pour dire que cette maladie est une réalité et qu'il faille coûte que coûte la combattre. Et le seul moyen, c'est de respecter des gestes barrières. Puisque c'est de l'école dont nous parlons, c'est une affaire de tous et une affaire pour tous. Et cette suspension est quand même porteuse de préjudices de plusieurs ordres, notamment, je vais en citer 3. Premièrement, sur le plan pédagogique, parce que c'est une remise en cause de nos objectifs pédagogiques. Parce que quand on parle d'objectifs pédagogiques, c'est tout un programme, c'est tout un calendrier académique. Et in fine,
c'est les objectifs pédagogiques qui sont remis en cause. Ça, c'est déjà sur le plan pédagogique. Maintenant, il y a un plan économique et financier. Et sur ce plan, précisément, il faudrait comprendre que cette suspension, déjà depuis mars 2019, a engendré, en tout cas, une asphyxie financière auprès des établissements que nous sommes. Et sachant que nous n'avons d'autres ressources que les frais d'écoulage, donc avec cette suspension, vous comprendrez avec nous et conviendrez avec nous que c'est un arrêt brutal, en tout cas, du recouvrement des frais d'écoulage. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est l'arrêt aussi de notre, j'allais dire, de notre service auprès de nos apprenants, et en même temps une continuité des charges. Et les charges, elles sont énormes. Je fais allusion aux charges sociales, je fais allusion aux taxes et impôts que nous payons, qui continuent. Je fais allusion aux loyers, parce que 80% des établissements sont en location, des loyers qui n'attendent pas. Et aussi, c'est des salaires qui continuent. Donc, c'est pour vous dire que sur le plan économique et financier, ça a des impacts réels. Et un troisième point que je voulais avancer, c'est notamment sur le plan social. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec cette suspension, c'est l'arrêt de travail des milliers d'enseignants vacataires comme permanents, qui sont en réalité des chefs de famille et qui ne vivent pratiquement que de ces ressources. Donc c'est pour vous dire que cette suspension des cours quand même engendre plusieurs, en tout cas, crises pédagogiques, sanitaires même, financières et aussi surtout sociales. Voilà un peu tout ce que cette suspension peut engendrer. Il n'y a qu'un seul enseignement supérieur, avec certes 2 opérateurs, publics comme privés, mais il n'y a qu'un seul enseignement supérieur. Donc partant de cela que le public ou le privé, pour moi c'est le même enseignement supérieur. Donc on n'a aucune objection par rapport à cela. Au contraire, je pense qu'il s'agit des filles et des fils du Mali. C'est des questions qui ont été évoquées parce que la décision évoque une suspension des cours sans précision. C'est vrai que nous avons, au niveau du privé, on s'est organisé pour essayer de nous doter, en tout cas des plateformes de e-learning, de formation à distance, qui ont fait leurs preuves, qui ont montré leur efficacité pendant les premières suspensions. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis d'atteindre nos objectifs pédagogiques. Et ça a montré ses preuves. Je pense que cette solution s'impose à toutes les IUS, à toutes les institutions d'enseignement supérieur, privées comme publiques, pour assurer vraiment la continuité pédagogique et surtout former et développer le capital humain dont notre pays a besoin aujourd'hui pour relever tous les défis. Approchés par nos soins, les ministères en charge de l'éducation n'ont pas souhaité nous accorder des interviews et des s'en remettre au communiqué. Également annoncé dans les titres, dans le but de montrer leur soutien à l'équipe de la transition, la jeunesse du M5 RFP à travers Faso Tchébaleon a tenu une conférence de presse ce mardi 5 janvier à Bamako. Notre équipe de reportage était sur place. Suivons leur compte rendu. Cette conférence de presse organisée par la jeunesse du M5 RFP à travers Faso Tchébaleon avait pour objectif de montrer leur soutien aux autorités de la transition. Selon les organisateurs, la réussite de cette transition est la meilleure opportunité de sortie des crises définitives. D'où cette décision de soutenir l'équipe de la transition. Abdoulaye Massina Diallo de la cellule de communication de Faso Tchébaleon nous en dit plus. Cette conférence de presse aujourd'hui est la fusion de deux jeunesses du M5 RFP.
parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors de la lutte du M5 RFP, la jeunesse a pris une part belle dedans, et surtout la jeunesse du Faso Tchébalien, parce qu'il y a des jeunes qui se sont démarqués, même aussi quand vous voyez même au niveau de la lutte, lors de la lutte désobéissance civile, lorsqu'on a parlé de trêve, c'est la jeunesse qui s'est levée, qui a tapé sur la table, qui dit que non, on ne part pas à la trêve, on continue. Et j'en faisais partie de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, le régime est parti. Et nous avons pensé que les tractations qui se sont passées entre le comité stratégique et le CNSP, vraiment, on a eu beaucoup d'informations dans les coulisses et nous avons décidé de se démarquer et de continuer à soutenir la transition, parce que nous ne rentrons pas la gestion de la fin de carrière politique, comme mon frère l'a dit. Et nous, c'est le Mali. Et l'avenir aujourd'hui du Mali dépend de nous, surtout de la jeunesse. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour soutenir la transition et pour vraiment œuvrer pour que cette transition puisse réussir. Et après, on verra, après la fin de la transition, ce qu'on peut faire encore. Le mot de la fin, c'est de remercier la presse, c'est de remercier tout le monde, et surtout la jeunesse, un appel solennel à toute la jeunesse de venir nous rejoindre et de soutenir cette transition, soutenir les femmes pour que cette transition puisse réussir. Et le mot de la fin, c'est le Covid, ou je ne sais pas, le Covid maintenant, ils ont dit le Covid, et donc d'appeler tout le monde à respecter les mesures barrières et à porter des masques. En somme, la jeunesse du M5 RFP Faso Tchewaleo, veille citoyenne, s'est dit disponible pour accompagner de façon effective la transition à tous les niveaux de responsabilité et dans toutes les décisions en faveur de l'intérêt supérieur de la nation. Investis le 25 septembre dernier, les autorités de la transition ont atteint le cap de 100 jours à la tête du pays le 30 décembre dernier. Pour Moustapha Guitey, secrétaire général du SNEC, le bilan des 100 jours de la transition est globalement satisfaisant. Toutefois, il déplore des lacunes sur le plan socio-économique à cause des multiples troubles sociaux. Propos recueillis Madina Traoré, Djakarija Dameli. Pour les 100 jours du gouvernement de transition, vous dites bien quelle analyse. Je vois un gouvernement qui a du mal à faire bouger les lignes, Les défis sont énormes, extrêmement énormes. Et la crise n'est pas totalement décrispée, tant crise sociale que crise politique. Mais il faudrait avoir confiance aux hommes. Il faut essayer d'aider pour pouvoir mettre le Mali sur les rails, puisque le Mali était tombé, totalement tombé. On était au bord du gouffre. Mais Dieu merci, on a dit, le peuple malien est un vieux crocodile qui ferme les yeux mais qui ne dort jamais. Le Mali peut tanguer, mais ne s'avirera pas. Donc nous allons faire ce qu'on appelle une conjugaison d'efforts, notion de patriotisme, pour aider cette transition afin que les lignes puissent bouger sur tous les plans. On a vu également la crise sociopolitique qui avait déboulonné et qui nous a conduit à un changement de régime. Et aussi à cette crise de Covid-19 qui continue malheureusement, hélas, à faire des victimes. Et à cela s'ajoute également la grogne sociale. Et nos revendications nous-mêmes au niveau de l'INTEM et beaucoup d'autres syndicats d'ailleurs, à qui d'ailleurs nous attendons un dénouement, parce que c'est le résultat qui compte pour nous. Inch'Allah, nous l'aurons. Voilà, entre autres, les événements qui nous ont marqués. Donc, à cela s'ajoute l'événement malheureux, ou sinon les événements malheureux, la disparition de nos anciens chefs d'État, et aussi la disparition du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé,
à un moment où on n'attendait pas. Mais puisque rien ne peut contre la volonté de Dieu, je m'incline devant leur mémoire. On aurait voulu quand même les avoir à nos côtés en ce moment crucial pour le Mali. Pour le Mali où nous traversons une crise multidimensionnelle, crise sécuritaire, crise sanitaire et crise politique. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur la Liberté Télévision.